Mais en plus, le pire, c'est que quand tu as posté la vidéo, je suis en train de dormir. Donc je me réveille parce que j'ai des messages qui arrivent. Je me disais quoi ça? J'ouvre mon Instagram, j'ai au moins 1000 messages. Tu te prends pour qui? Sale noir, mais des messages qui m'insultent. Non mais attendez, parce que j'ai dit que tu n'es pas noir. Je m'excuse, calme-toi. Bonjour, bonjour. Bah, je me présente, je m'appelle Magosa, je suis entrepreneur et activiste militant panafricain. Après, j'ai d'autres casquettes, mais bon, ce soir, c'est pas le but. Alors bonsoir ou bonjour à tout le monde. Je suis Miss Iva Perez, je me donne ce nom sur les réseaux sociaux. Je suis étudiante en sciences politiques, mais également une jeune africaine, une jeune camerounaise qui est amoureuse de l'Afrique et qui a décidé de parler à la jeunesse africaine pour qu'elle comprenne qu'ensemble, si on s'unit, on peut faire de grandes choses. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Diémé, on m'appelle plus communément Chris. Je travaille dans l'industrie du tourisme et je me suis donné pour mission de faire découvrir ce magnifique continent à la plus grande diversité de population. Hello les cultivés, donc moi c'est Brittany, donc je suis la créatrice de la page Culture Dorée, sur laquelle en fait je vais déterrer toutes ces histoires en fait cachées, qui expliquent aussi le monde d'aujourd'hui, donc notamment l'histoire des afro-descendants entre guillemets, mais pour comprendre, il faut me suivre. Du coup, que doit-on faire, Brittany, pour pouvoir avoir une communauté noire forte en France, par exemple, selon toi? Moi je pense qu'il faudrait, pour que notre communauté justement puisse être unie, je pense que dans un premier temps, il faut totalement déstructurer toutes les barrières mentales qu'on peut avoir par rapport à l'éducation qu'on a eue. Je pense que la vraie solution, elle est économique. Mais avant de passer sur la solution économique, il faut totalement retravailler le mental. Parce que j'en parlais justement sur ma page, il y a un traumatisme mental qu'on a eu à cause de l'histoire de nos ancêtres. Et qui font qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes de la communauté noire se pensent inférieurs et sont toujours là à vouloir penser que les autres communautés sont supérieures à nous. Donc, s'il y a un noir qui lance un business, je ne vais pas le soutenir, je préfère aller acheter chez l'autre plutôt que... Et en fait, tout ça, c'est des choses mentales. Selon mon point de vue, il faut d'abord casser en fait toutes ces barrières qu'on s'est mis. Donc, ça passe par l'éducation. L'éducation aussi, c'est le rôle aussi des parents. Il faut que nos parents soient beaucoup plus impliqués dans l'éducation des enfants parce que c'est bien que les enfants ils aillent à l'école. Mais c'est bien qu'ils aient justement les deux versions. Quand on apprend l'histoire de la colonisation à l'école, on donne un point de vue, celui du colonisateur. Mais on ne donne pas le point de vue des personnes qui ont été justement victimes de la colonisation. Et ça, c'est le rôle des parents, d'apporter cette connaissance aussi à la génération qui arrive. Donc, selon moi, il faut d'abord partir par détruire tout ce qui est barrière mentale qu'on a. Et à partir de là, on commence à créer en fait une nouvelle génération qui est persuadée et qui est convaincue qu'elle a les mêmes opportunités que toutes les autres communautés. Et de là, on peut commencer à partir sur la phase économique et lancer des business. Ça, c'est mon point de vue. Je vais juste revenir sur ce que tu as dit, Brittany, sur les parents. Tu parles des parents de quelle génération? Franchement, c'est une bonne question ce que tu poses là. Et ça va dépendre aussi de l'endroit où ils sont nés, où ils ont grandi. Moi, par exemple, je suis la première génération issue de la diaspora. Mes parents sont nés, ont grandi en Afrique. Après, je pense être une des exceptions entre guillemets parce que bon, moi j'ai fait pas mal de recherches mais tout le monde n'a pas la même curiosité pour connaître son histoire. Et si t'as pas le suivi de tes parents derrière, parfois tu vas te laisser entraîner par ce que tu apprends à l'école ou parce que la rue veut t'apprendre quand tu grandis dans les cités. Mais du coup, les parents ils font comment? Parce que là tu parles des parents. Mais quels parents tu cibles? La génération antérieure, c'est quelle génération de parents? Je pourrais pas te cibler une génération. Aujourd'hui, chaque parent qui arrive à avoir accès au contenu qu'on fait de plus en plus par les événements, par les réseaux sociaux, tant mieux. Mais je ne peux pas te cibler une génération de parents parce que ce serait limité. Moi-même, sur ma page, j'ai des parents parfois qui viennent me dire « Ah, franchement, merci ». Mais c'est souvent des parents qui sont issus de la diaspora, qui sont nés, qui ont grandi ici. Très bien. Écoutez, Chris, moi je donnerai mon avis plus tard. Mais il faut donner ton avis. Moi, je voulais juste te répondre à la question que je lui ai posée quand je lui demande quelle génération. Je pense que justement, en fait, la génération de nos parents à nous, je pense qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. Franchement, comment dire, aujourd'hui, en fait, ils ne peuvent pas donner un truc qu'ils n'ont pas reçu. On donne ce qu'on a. Et donc, nous, la génération d'aujourd'hui, on est une génération connectée, qui n'avons plus aucun... On n'a plus de complexe, en fait. On n'a aucun moyen d'être complexé, même par les autres, parce qu'au final, on se connaît. Donc, c'est à nous de transmettre à nos petits frères, à nos enfants, ce qu'on a appris et ce que l'Europe, ou alors l'ouverture d'esprit que nous avons aujourd'hui, nous a permis d'avoir, en fait.
Ok, donc toi, c'est plutôt nous qui allons transmettre, mais À pas nos petits vraiment les frères. parents. Les parents, ils ont un rôle à jouer, mais Ouais. tous les parents ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, il y a des choses, par exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, que j'ai commencé à parler de certains sujets, ma mère elle m'a dit non, faut arrêter ça parce que sinon, Ouais, c'est vrai. tu vas finir en prison, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais tu vois, en fait, il y a ce blocage-là. Elle se dit, pour elle, en fait, c'est impossible qu'un enfant de mon âge puisse parler des sujets aussi graves. C'est vrai. Tout à fait. Aussi grave selon elle, bien sûr. Parce que justement, elle a grandi dans ça. Donc les parents d'avant, il n'y a plus rien à faire pour eux. Certes, il y en a qui sont bien, comme partout, mais la grande majorité, ils ont ce blocage-là. Pour eux, la politique appartient aux politiciens. Les problèmes, les problèmes de société appartiennent à ceux qui sont formés pour ça et aux vieux en général. Et donc pas aux jeunes. Ce n'est pas à nous de parler de ce genre de choses. Donc franchement, les parents d'avant, là. Et si je peux rebondir effectivement sur ce que tu dis, je pense aussi que nos parents, en venant ici, aujourd'hui, enfin en tout cas, ils ont cette sensation de plus se dire c'est une chance pour nous d'être là. La France nous a accueillis, la France nous donne ces opportunités pour nos enfants de faire des études, etc. Et je pense que finalement la réflexion peut-être s'arrête un petit peu à ce niveau-là. Tandis que nous, on a fait ce travail de recherche. Aujourd'hui, on est beaucoup plus conscientisés. On comprend on comprend en tout cas certaines choses que nos parents ne comprennent pas. Et c'est vrai que ça peut paraître choquant, par exemple, si tes parents t'entendent parler de ce type de sujet en disant « mais ma fille, tu vas à l'école ». Tu manges bien. Tu as tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que tu as à débattre de ça? Et effectivement, c'est aujourd'hui deux mondes différents. C'est deux mondes différents, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'on est dans une société où effectivement, nous, en tant que Noirs, on doit faire plus. On doit effectivement avoir, comme je disais, cette fraternité. Pour moi, c'est très important. Alors, quand je dis fraternité, je fais attention parce qu'on va me dire, peut-être pas vous ici, mais c'est dire on n'est pas tous frères, etc. Je parle de fraternité dans des intérêts communs. Et aujourd'hui, c'est de savoir quels sont nos réels intérêts. Est-ce que c'est des intérêts déjà qui sont économiques? Est-ce que ce sont des intérêts qui sont politiques? Quels sont les réels enjeux? Moi, aujourd'hui, si je crée une structure, pourquoi est-ce que forcément je vais te prendre toi si derrière, tu n'as pas les bonnes compétences ou et quel est mon intérêt moi derrière? Donc je pense qu'aussi il y a toutes ces questions à se poser avant de travailler par exemple avec une personne de la communauté où il faut faire une réflexion un peu plus profonde, je pense. Ok. Bah après, bon, j'entends ce que vous dites. Après, moi, je dirais il faudrait déjà. En fait, nous, moi, je vois la chose sous trois angles: politique, sociale, économique. C'est la politique, l'amour noir. Aimer son semblable. Si on ne s'aime pas, on ne va pas pouvoir mettre en place des projets. Le problème, c'est que moi, je fais partie des personnes qui disent que tous les noirs ont des mots, MAX. Si tu ne te fais pas diagnostiquer, tu n'arrives pas à régler ton problème, on continuera toujours à avoir des paroles limitantes, comme l'a dit Brittany. On ne peut pas. Moi, je dis, je peux tout faire. Le problème, c'est qu'on ne doit pas prendre notre cas pour une généralité. C'est pour ça que je dis que nous, souvent, on avance très vite, mais il y a des autres qui ont du mal à avancer. Parce que chaque noir a ses propres traumatismes. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on doit déjà changer la pensée. La réalité ne colle pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je suis arrivé en France, je suis né en Afrique, je suis né au Congo. J'ai toujours eu ce conflit avec mes profs d'histoire. Quand ils me disaient ça, je disais non. Je disais comment ça non? Je dis mon père m'a appris autre chose. On a marqué sur mon bulletin hostilité envers les Caucasiens. Parce qu'il disait que j'étais un rebelle. En fait, toutes ces questions-là m'ont poussé toujours à savoir pourquoi on ne m'a raconté pas mon histoire. Le problème, c'est qu'on lit des auteurs qui ne sont pas les nôtres. Donc notre imaginaire, il est déjà bousillé. Quand tu lis un livre comme Peau noire, masque blanc, ça te parlera, c'est ta réalité. L'auteur est noir. Le problème, c'est qu'on a lu des auteurs qui étaient racistes et qui ont bousillé notre pensée, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on travaille déjà sur l'aspect politique. C'est de la politique déjà d'être en couple avec une femme noire. C'est la politique, hein. C'est un acte politique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je fais beaucoup de lives sur Instagram. Je prends position, je valorise la femme noire. Pour moi, c'est la plus belle. Mais je ne dis pas que les autres ne sont pas belles. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si on ne fait pas cet acte-là, il y a un petit qui me dit « Mais si tu sortais avec une caucasienne, il se passe quoi ?» J'ai dit ben, « Je ne serais pas moi-même, en fait. » C'est pour ça que je dis en fait, on doit travailler sur les trois aspects. L'aspect économique, ça devient une nécessité. Parce qu'aujourd'hui, le respect, on ne va pas le quémander, on va l'obtenir. Ouais. On l'obtient comment? En redirigeant notre argent. Aujourd'hui, les Noirs, on n'est que des consommateurs, on ne produit pas. Si on devient des consommateurs et producteurs, on dira lui, il manque de respect, je décide de ne pas aller chez lui. Et si je dis à tous mes amis noirs d'aller, ils vont aller. Mais si on a un idéal, le problème c'est que l'idéal, on ne l'a pas. Parce qu'on n'a pas de socle commun.
Pour moi, le dénominateur commun, c'est la peau. Que je sois en Jamaïque, que je sois en Russie, que je sois au Cameroun, que je sois peu importe l'endroit, si j'ai un nom noir qui m'insulte, c'est par rapport à ma couleur de peau. Il ne me demande pas si je suis camerounais. Mais le problème, c'est le jour où nous, on aura notre argent, le contrôle et le diriger, comme l'exemple de la Tulsa. La Tulsa, c'était une société, c'était une ville où il y avait des cinémas, des Noirs avaient réussi à créer un patrimoine. Ça, c'est une réalité qui va coller à ce que nous, on peut vivre. Le problème, c'est qu'on donne toujours l'exemple des Asiatiques, des Juifs. On n'est pas Juifs, on est Noirs. On doit avoir une réalité qui nous ressemble. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit aller dans l'histoire. Mais c'est bien l'histoire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir la volonté de soutenir un frère. Aujourd'hui, si Britannique crée quelque chose, si je veux vraiment montrer que je soutiens, il faut que je mette de l'argent. Si on ne le fait pas, on va toujours parler. C'est pour ça que je dis qu'on doit travailler sur l'aspect politique, économique et social. Mais déjà, valoriser nos femmes parce qu'elles sont le pilier de la société africaine. Et à partir de ce moment-là, si on a l'amour fraternel, on pourra se dire, bah, s'il crée un projet, je vais soutenir. Mais le problème aussi, il faut qu'on essaie d'avoir aussi... Moi, je parle du feedback. Si ton projet est bon, je te dirais c'est très bon. Le problème, c'est qu'il y a certains qui n'acceptent pas la critique. Moi, j'ai soutenu plein d'entrepreneurs noirs. Mais quand j'estime que le travail n'est pas là, je boycotte. Effectivement. C'est normal. Exactement. Bah, je pense aussi que, surtout, comme tu disais tantôt, on lit des auteurs qui ne nous ressemblent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que... En fait, ça part même du bas, parce que même moi, j'ai grandi au Cameroun. Je suis née au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun, je suis arrivée en France il y a 3 ans seulement. Donc pour moi, je suis plus camerounaise que personne de la diaspora, parce que chaque année, je rentre au Cameroun. Et chaque année, je vois mes petits frères lire des Voltaire, des Molière, des je sais pas quoi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les systèmes africains, les systèmes d'éducation africaine, nous font lire des... Enfin, en fait, je comprends pas, c'est quoi le délire, je comprends pas. Alors qu'il y a des auteurs qui ont écrit au Cameroun, par exemple. Il y a des Manga Betty, pour ne citer que celui-là. Mais en fait, le problème vient vraiment d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a un problème, je ne sais pas. En fait, parfois, je me demande si on est conscient même des enjeux réellement qui nous attendent. Parce que je vois encore des jeunes aujourd'hui qui vont s'intéresser à des futilités. Lorsqu'on est dans une ère où en 2021, nos parents ont fait pour eux. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de décolonisation, ils ont travaillé, ils sont morts pour ça. Il y a des personnes qui sont mortes pour l'esclavage. Aujourd'hui, on doit être prêts, nous, en tant qu'Africains, jeunes Africains, à mourir pour le développement de notre continent aujourd'hui. Aujourd'hui, si on me dit, franchement, si tu meurs là, l'Afrique devient l'Eldorado, je meurs pour l'Afrique. Mais combien sommes-nous qui pouvons dire ce genre de choses? Combien sommes-nous qui sommes conscients que c'est vrai, on est en France aujourd'hui, mais la France, ce n'est pas chez nous, en fait. Parce que dès l'instant où tu vas faire un truc de mauvais, on va te rappeler qu'en fait, tu n'es pas chez toi. Et à chaque fois que je rencontre des gens, des Français, des Blancs, en général, on me demande toujours, tu es de quelle origine? Comme si, en fait, être noir, ça veut dire être africaine. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient que, même si on va où, en fait, tant que l'Afrique sera pauvre, peu importe où tu seras dans le monde, tu seras toujours considéré comme quelqu'un de pauvre. Parce qu'en fait, ta couleur de peau rappelle l'endroit d'où tu viens. Je vais revenir. Moi, je ne suis pas d'accord quand on dit l'Afrique est pauvre. L'Afrique est dite pauvre. Oui. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France, l'exemple de la France, ils produisent quoi, la France? Du vin. Ils sont riches. Hein. Ils sont très riches. Ils sont intelligents. Pour moi, juste pour finir un peu, le problème, c'est pas ils sont intelligents, c'est que on a des dirigeants avec un système de France-Afrique, si on reste sur la France. Et les dirigeants, la plupart, ont un paradigme européen. Thomas Sankara disait, il n'y a pas plus dangereux qu'un noir qui rentre en Afrique avec la pensée blanche pour développer le continent. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, on arrive à avoir des réponses sur ça. Mais pourquoi on n'arrive pas? C'est parce qu'on ne s'aime pas entre nous. Moi, je parle de mon pays, par exemple, on a un problème de confiance. Si je te soutiens, je me dis, il devient plus riche que moi, je vais devenir, il va manger plus que moi. Non. Exactement. Si je le soutiens et qu'il pense comme moi et il fait pareil avec Britannique, avec toi aussi, c'est toute la communauté qui avance en groupe. Exactement. Le but, c'est d'avancer en groupe. C'est pas qu'un seul qui prospère et les autres restent en bas. C'est pour ça qu'on doit travailler sur les mécanismes d'action. Et après, ça passe par l'éducation financière. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, pour moi, l'Afrique est pauvre. L'Afrique a des ressources, mais l'Afrique est pauvre parce qu'elle est pauvre en formation. Il n'y a pas de formation. Il y a un mauvais management. Il y a un mauvais état d'esprit. Donc pour moi, ça, c'est une pauvreté, ça. Juste sur ces aspects-là. Donc effectivement, il y a pour moi, encore une fois, les politiques... J'ai une haine, mais totale, et j'en profite sur cette chaîne pour exprimer la haine que j'ai pour les politiques africains. Pour moi, ils font partie de la source de tous les problèmes en fait, qu'il y a en Afrique. Mais aujourd'hui, voilà, en Afrique, il y a cette problématique.
Alors, il y a des entrepreneurs qui sont là pour faire bouger les choses, etc., mais ça ne suffit pas. Il faut, comme tu disais tout à l'heure, il faut que ça aille beaucoup plus haut. Est-ce qu'on a voilà, des personnes qui... Il y a de la corruption, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, pour qu'il y ait un corrompu, il faut un corrupteur. Mais voilà, comment est-ce qu'on règle déjà aussi ces problèmes de fond? Parce qu'on touche toujours le problème à la surface, mais ça va beaucoup plus haut que ça. C'est ça la problématique. Je vais essayer de répondre brièvement. J'ai fait un travail de SAP depuis 2009 pour répondre à toutes ces problématiques-là. Aujourd'hui, quand tu dis l'Afrique est pauvre, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu le regardes l'Afrique sous le prisme européen. Quand l'Européen te dit en Covid-19, vous allez tous mourir, vous n'avez pas de masque. J'étais en Afrique, on vit. Le problème, c'est que nous-mêmes, on arrive à intérioriser une croyance qui est européenne, qu'on est pauvre. Si moi, mon pays est pauvre, tous les téléphones qu'on a en Europe, le coltan tamtaïn, ça vient de chez moi. On est tous complices des enfants mineurs qui travaillent au Congo. Le problème, c'est pas ça. On n'est pas pauvre. Ils nous font croire qu'on est pauvre. Mais en vrai des vrais, l'Africain doit se poser les bonnes questions. Pourquoi on te dit qu'à l'est du Congo, il y a tant de guerres, mais il y a beaucoup de multinationales qui prospèrent? C'est parce qu'on se dit l'Africain se complaît dans un confort européen. Du coup, il a peur d'aller chez lui, mais les Caucasiens courent investir dans ton pays. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si on fait un ratio, je suis Alain Foucault qui disait « Pourquoi l'Afrique a tant de richesses, mais on nous traite toujours de pauvres ?» C'est une question à laquelle toute la jeunesse de la diaspora doit se poser avec les populations locales. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes, j'ai posé une question, la France produit quoi? On n'a pas répondu. Ils ont la Tour Eiffel. Ils sont au Mali. Pourquoi ils sont au Mali? C'est parce qu'ils savent très bien que le jour où l'Afrique devient propriétaire, s'approprie ses richesses, ils seront vulnérables. Cette question-là, on doit essayer de la répondre. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on déconstruise le paradigme. Moi, je parle de paradigme européen-africain. Je suis ici en Europe, j'ai le paradigme européen. Mais quand je rentre dans mon pays, j'essaie d'adopter. C'est un exercice très difficile, mais j'essaie d'adopter le paradigme africain. C'est pour ça qu'on parle de réalité africaine et la réalité européenne. Je monte un business en Europe qui prospère. Si je reprends lui, le même business en Afrique, il ne va pas prospérer. Parce que la réalité ne colle pas. Et justement, je voulais dire ça. En fait, quand tu dis que les politiques africaines, tu as une réelle, comment dire, bref, tu n'aimes pas les politiques africaines, j'aimerais juste te dire, en fait, ne pas aimer les politiques africaines, c'est bien beau de le dire, mais les jeunes, aujourd'hui, ont peur de la politique. Et tant que vous aurez peur de la politique, vous laisserez la politique à ceux qui ont le courage et qui, justement, vont faire n'importe quoi. Donc, tu ne peux pas me dire que tu as peur de la politique africaine, tu restes assis en France et tu dis, bon, les politiciens, c'est à cause d'eux. Engagez-vous en politique. À chaque fois que moi, je dis à quelqu'un que j'ai des ambitions politiques, on me dit, toi, une femme, une jeune comme ça, non, c'est pas possible, on va te tuer. Non, arrêtez. À un moment donné, si tu veux faire que les choses changent, tu dois être le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi sur ça. Voilà. Entièrement. Donc il faut que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à la... Parce que de toute manière, si tu t'intéresses à la politique, elle s'intéressera toujours à toi. Et toi, tu subiras les conséquences de la politique dans ta vie. Donc il faut que les jeunes aujourd'hui aient le courage de se dire que moi aussi, si Paul Biya est président, je peux le faire. Si Thomas Sankara l'a été, pourquoi je ne peux pas aussi le devenir? Et après... Mais comme tu disais tout à l'heure... Oui. Si tu n'es pas prêt à mourir pour ta cause, c'est pas la peine. Exactement. Parce que c'est très risqué. Et c'est, je pense, une chose qui fait très très peur aux communautés noires. Et ça, c'est dû à notre histoire. Et qui fait que tu as des jeunes qui aimeraient, mais il y a ce paramètre-là qui n'ont pas envie de se sacrifier. Moi, très honnêtement, aujourd'hui, l'aspect politique, je veux même pas... je veux dire, voilà, pour moi, c'est économique, vraiment. À partir du moment où tu as ton business... tu vas te faire respecter, c'est les politiques qui viendront t'appeler même. Non, mais l'économie va avec la politique, en fait. Parce que tu peux être... En fait, un pays peut être riche comme tu veux, si tu veux. Mais si après, le président derrière va signer des contrats dans lesquels il signe l'exploitation, par exemple, d'un port à 30 ans, c'est-à-dire que la Chine, aujourd'hui, elle a des contrats qui sont signés pour elle, dont elle pourrait exploiter des ports au Cameroun pendant 30 ans. En fait, est-ce que tu te rends compte un peu de l'ampleur de la gravité des choses, en fait? Ça veut dire qu'elle hypothèque l'avenir des jeunes pendant 30 ans. Donc, en fait, la politique va avec l'économie. C'est bien beau d'avoir des personnes riches, mais de toute manière, si toi, aujourd'hui, tu es investisseur et que je décide d'aller en Afrique, si les politiciens ne sont pas avec toi, peut-être même que tu ne vas pas prospérer, en fait, parce que c'est eux qui décident de tout. La politique, on sent de tout, en fait. On ne peut pas faire une vie dans une nation sans politique. Ça a un impact, oui, mais ça va avec la politique. Exactement, mais il faut les deux. C'est d'ailleurs elle qui finance aussi. Okay. Oui. Juste pour recentrer un peu ce que dit Brittany et Ivana, le problème, c'est que sur l'aspect politique en Afrique, c'est important. Tu ne peux pas faire de business sans avoir des petites approbations politiques. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour investir en Afrique, en fait, l'ambition de réussir doit être plus forte que les obstacles. C'est pour ça que je dis que la corruption, je n'en parle pas pour l'instant. Parce que ce n'est pas le combat immédiat. Parce qu'aujourd'hui, je pars du principe que dans certains pays, quand tu arrives,
il y a toujours ce côté, j'ai pas envie de traîner. Je donne mon passeport, oh, tiens ça, va boire de l'eau, salut, je passe. Ouais. Je tolère pas ça. Mais je vais dire, en fait, c'est tellement ancré que par moment, si j'ai pas envie de me prendre la tête, je passe. Si j'ai envie de traîner, je perds du temps. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit se dire, on doit aller à des obstacles. Mais on fait quoi? Soit on reste ici, on attend, on fait rien, ou soit on tente la chance. Mais le problème de l'idéal te permet de croire à ton combat. Moi, je suis pas d'accord quand on dit que le noir, l'histoire fait qu'on a peur de mourir. Ça aussi, c'est des croyances qu'on a intériorisées. Si on avait peur de mourir, nos ancêtres ne seraient pas battus pour la liberté. Oui, c'est une réalité. Mais cette réalité-là, elle devient une croyance. Oui, mais c'est une réalité que c'est des faits. Je donne un exemple. Si tu penses que tu as peur de mourir, tu auras peur de la mort. Moi, mon rapport avec la mort, il est différent. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas peur de mourir pour une cause noble. Le problème, c'est que le noir, en fait, défend des causes par sentimentalisme. Tu vois? Aujourd'hui, ça me plaît, mon pote, il le fait, je le fais. C'est la hype. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, si on me dit, oui, pourquoi tu défends tant l'essor économique des Noirs? Je dis parce qu'on a observé, on a étudié, on veut que ça se fasse. Et ils savent très bien que le jour où les Noirs sont unis, solidaires, forts économiquement, ils seront tous vulnérables. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ne le veulent pas. C'est pour ça que je dis, le diviser pour mieux régner, c'est des slogans que nous-mêmes, on a intériorisés, qui deviennent des croyances. Pourquoi je ne vais pas faire un business avec toi? Parce que tu es noir, non, je me méfie, non. Je me dis, je prends le risque. C'est ça l'entrepreneuriat. Le risque, c'est perdre ou réussir. Si ça réussit, toutes les générations diront, bon, il y avait 4 jeunes qui étaient assis en train de se faire filmer, faisaient un débat. Ils ont mis de l'argent, ils ont prospéré. Ils ont besoin d'exemples. C'est pour ça que je dis qu'en droit, on dit, l'individu a besoin de voir pour croire. Tant que tu n'as pas vu, tu vas dire, c'est pas possible. Mais si je dis que les Noirs l'ont fait à Tulsa, et qu'ils vont vérifier et voient que c'est possible, ils vont adhérer. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, on doit faire l'éducation financière. C'est important, l'histoire, c'est forcément important. Mais aujourd'hui, sur les parents, les nouvelles générations, ils auront la possibilité de reprendre le relais à la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, certaines générations sont sévères avec leurs parents. Parce que quand les parents de la première vague sont arrivés en Europe, les réalités étaient différentes. Transmettre, avoir l'histoire, la conscientisation, c'est complexe. Aujourd'hui, les jeunes parents, s'ils ne le font pas, pour moi, c'est une aberration. Parce qu'aujourd'hui, moi, je le fais avec mes petits-neveux. Je leur dis, à l'école, c'est bien, mais quand tu auras ton bac, on va prendre une autre histoire qui va te permettre d'avoir une autre pensée. C'est pour ça qu'il faut qu'on mise sur tout ça, à peu près, pour pouvoir avoir un essor économique. Mais tout à l'heure, tu parlais de Tulsa, tu vois. Ouais. Tout le monde ne connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé aux États-Unis, et notamment Tulsa, tu vois. Donc c'est vrai que les seuls exemples que la plupart ont, c'est ce qu'ils voient et qui se passe même en Afrique même. Après, tu as l'Afrique anglophone, lusophone, francophone. C'est des business models différents. C'est pas du tout pareil, même au niveau de la mentalité. Et francophone, c'est limite le pire du pire. Tu vois. Et après, juste pour recentrer par rapport au débat, parce que c'est vrai qu'on a vraiment basculé sur l'Afrique, mais il n'y a pas que l'Afrique. Il y a la diaspora en soi, donc on parlait de cette unité. Parce que tout à l'heure, tu as dit un truc. Tu as dit plein de trucs en fait, donc je me permets de rebasculer. Et il y a deux choses sur lesquelles je souhaitais revenir, et une chose que toi aussi tu as dite. La première, c'était ce qui nous rassemble. Tu as dit c'était notre couleur. Et c'était ce que j'essayais d'expliquer en dehors des caméras à Chris, c'était qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est notre couleur qui nous rassemble. Pour moi, c'est notre histoire en commune. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de couleurs. Et même pas pour aller loin, un albinos n'est pas noir, il est blanc. Mais on sait que voilà, ces gènes sont noirs. Ouais. Mais des noirs, tu en as toutes les couleurs. Les discriminations, parce que toi, tu vas me dire, oui, mais c'est la peau foncée qui subit des discriminations. Ouais. Il y a plusieurs formes de discrimination. Ouais. Une personne qui est métisse, tu ne peux pas me dire qu'elle ne subit pas du tout de discrimination. Elle subit aussi des discriminations, mais ce n'est pas forcément la même échelle. Juste pour le métissage, le métis. Le problème, c'est que le métis est défini comme noir par les autres. Noir et non noir. Et sauf que la règle du sang noir, c'est une règle qui n'est pas la nôtre. C'est la règle des autres. C'est pour ça que je dis que nous, noirs, on doit regarder nos réalités selon le regard du noir, pas selon le regard des autres. Et souvent, on a du mal. C'est pour ça que je parle du paradigme. Si tu regardes le monde en tant que noir, mais avec le regard des caucasiens, forcément, tu seras perdu. Il faut qu'on ait nos réalités en fonction de notre regard noir. C'est pour ça que je dis que, regarde, je suis né en Afrique, j'ai en Europe. Que tu le veuilles ou non, tu adoptes le paradigme européen. Parce que l'école, ils t'apprennent comment penser, comment la pensée unique, tout ça. On te dit, en Europe, c'est l'individualisme. J'ai réussi, j'écrase tous les noirs autour de moi, c'est moi le boss. Sauf qu'en Afrique, c'est le groupe qui prime. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, quand un noir redescend en Afrique, il doit faire la déconstruction totale. Et ça, c'est un exercice très complexe. C'est pour ça que je dis que le métis, tout ça, en fait, selon moi, la couleur de peau, c'est un dénominateur commun. Parce que quand on voit le métis,
On va toujours dire, ah mais t'es métisse de quel pays d'Afrique? On te renvoie toujours à l'Afrique. En Afrique, on est noir. On n'est pas autre. Majoritairement. Après, les albinos, ça c'est des cas spécifiques. Après, tu voulais revenir sur... Oui, je voulais en fait, tu sais ce que je pensais, justement, parce que j'ai fait une vidéo sur le métissage qui m'a valu des insultes et des menaces de mort. Défends-toi. Donc, juste pour dire qu'en fait, pour moi, en fait, dire qu'un métis n'est pas noir, ce n'est pas l'insulter. C'est dire une réalité. Parce que lorsque le blanc vous dit que un noir plus un blanc, ça fait un noir, personne ne s'indigne. Mais quand un noir vous dit qu'un noir plus un blanc, ça ne fait pas un noir, ça fait un métis tout simplement, on dirait que tu es la mère de quelqu'un. Non. Il faut aujourd'hui qu'on soit réaliste. C'est-à-dire qu'un métis, c'est un métis, un noir et un blanc, c'est un blanc. Je ne vois pas pourquoi vous allez me mettre des... En fait, Et là, tu parles de la couleur, on est d'accord. Non, je ne parle pas de la couleur, je parle du mélange. En fait, il y a des métis, il y a des mélanges noir-blanc qui donnent une peau qui est comme la mienne. Je ne dis pas le contraire. Mais ça ne change pas le fait que tu es métis. En fait, dire qu'un métis est noir, c'est renier son côté blanc. Ma petite sœur, moi-même, elle est métisse, d'un père blanc et d'une mère noire. Elle est consciente qu'elle est métisse. Elle ne se prend pas pour une noire et je ne la prends pas pour une noire non plus. Donc pourquoi est-ce que vous voulez nous imposer des choses qui vous ont été imposées par des blancs? Moi, je ne comprends pas en fait. Et aujourd'hui, les noirs veulent faire semblant. Parce qu'à chaque fois, par exemple, quand moi je suis arrivée en France, j'ai des cousins qui sont en Afrique qui me disaient ouais, trouve-moi un peu une go métisse là-bas, s'il te plaît, une bonne go métisse. Ça veut dire quoi une bonne go métisse en fait? Et aujourd'hui, encore en Afrique, moi j'ai encore des cas où, lorsqu'on veut par exemple dire une fille est belle, on va dire elle est comme ça, elle est métisse, tu vois un peu, non. En fait, pour un métisse, tu vois un peu, ça veut dire qu'elle est belle, quoi. À un moment donné, il faut qu'on arrête ce genre de complexe, ce genre de conneries, parce que finalement, aujourd'hui, on pense que le métis est beau ou est belle, parce que, justement, il se rapproche du blanc. Et tant que le noir n'aura pas compris que, en réalité, en fait, ce n'est pas une histoire de comment dire... En fait, ils se mettent toujours inférieurs aux autres. Non seulement tu es inférieur déjà aux blancs, en plus, tu vas encore te mettre inférieur aux métis. On va pas s'en sortir, moi, là. Déjà qu'en plus encore, on est encore inférieur aux personnes noires, claires de peau. En fait, on en arrive où, en fait? Mais là, tu ouvres un autre débat. Non, mais c'est tout ça. Ce que j'expliquais, On est c'était fatigué. notre dénominateur commun, c'est l'histoire. Okay, il faut que les gens soient réalistes, qu'ils comprennent. Juste pour rebondir sur ce qu'elle a dit. Pour ce qu'elle dit là, en fait, pour mieux le comprendre, il faut aller lire Peau noire, masque blanc de France Fanon. Enfin, il y a un chapitre où il parle de ça. Si tu lis ça, tu comprendras toute la réalité qu'elle est en train de décrire. Pour finir avec le métis, c'est nous autres qui le renvoyons à sa situation de métis. Il ne se pose pas en général la question. Ok. On fera une autre vidéo. C'est un autre débat là.